Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans le résumé du chapitre 4 du livre d'Arthur Firstenberg qui s'appelle L'arc-en-ciel invisible, The Invisible Rainbow en anglais puisque c'est un livre d'origine américaine. Voilà. Alors excusez-moi pour le délai de livraison des chapitres, la relecture en anglais, la synthèse, la traduction, les notes, l'enregistrement, le montage, tout ça, ça prend du temps, donc je vous remercie pour votre patience et puis aussi votre soutien. Voilà. Ne perdons pas de temps, c'est parti pour le chapitre 4, un chapitre qui s'appelle La route délaissée. Durant les années 1790, la science se trouva face à une crise d'identité quant à l'interprétation et l'unification des 4 différents fluides que sont l'électricité, la lumière, le magnétisme et la chaleur. Pour ce qui est de l'électricité, on avait d'un côté la perception selon Luigi Galvani, un professeur d'obstétrique modeste à l'Institut des sciences de Bologne, qui considérait que l'électricité faisait partie intégrante du vivant, et de l'autre, Alessandro Volta, un physicien autodidacte qui pensait que l'électricité n'était qu'un effet secondaire des réactions chimiques internes au vivant. Volta, inventeur de la pile électrique, fort utile et pouvant potentiellement être la source de retombées pécuniaires, eut gain de cause contre la vision de Galvani plus globale de l'interaction entre électricité et vivant. À l'époque, la vision de Volta, c'est-à-dire proclamer que l'électricité était quelque chose d'externe au vivant, était quasi hérétique. Écoutons par exemple ces quelques paroles pour cerner comment, au XVIIIe siècle, on comprenait l'électricité. Ouverture des guillemets. Elle est un esprit électrique et élastique, par lequel toute sensation est excitée, et les membres de corps d'animaux se meuvent sur simple appel de cette volonté, nommément par les vibrations de cet esprit, propagées le long des solides filaments des nerfs, depuis les organes sensoriels externes jusqu'au cerveau, et depuis le cerveau jusqu'aux muscles. Ainsi parla Isaac Newton en 1713 et peu désapprouvèrent ces mots dans le siècle à venir. On retrouve aussi la Benollet. Ouverture des guillemets. Un élément qui est pour nous plus intime même que l'air que nous respirons. Fermeture. Ou encore Voltaire. Ce feu nécessaire à tous les corps et qui leur donne vie, aussi bien rattaché à la matière connue qu'en dehors de celle-ci. Fermeture. La dispute entre Galvani et Volta était bien plus qu'une querelle de scientifiques, qu'une différence de théorie. Elle était une dispute entre les siècles, entre le mécanisme et l'esprit. Elle était en fait une lutte existentielle qui déchirait l'usine du monde occidental dans les années 1790. Les tisserands allaient bientôt se lever contre les tenants des métiers à tisser mécaniques, et ils étaient destinés à perdre. Le matériel, en science comme dans la vie, remplaçait et assombrissait alors le vital. Ce pas rendu possible pour la société d'exploiter l'électricité à une échelle industrielle, sans se soucier des effets qu'une telle entreprise pourrait engendrer sur la biologie. La conséquence fut alors une prise de distance de la société sur ce savoir accumulé des scientifiques du XVIIIe siècle. Finalement, si l'on prend la peine de lire les manuels, des physiciens italiens et allemands prouvèrent que l'électricité avait à voir avec la vie. Mais le dogme mécaniste était déjà bien tenace, bien enraciné, résistant à toute tentative de restaurer le mariage entre la vie et l'électricité. Le vitalisme était relégué au rang de religion, au royaume de la non-substance, et complètement divorcé du domaine de la science investigatrice sérieuse. Alors, oui, l'électricité fut finalement découverte dans les nerfs et les muscles, mais son action était seulement un produit dérivé des voyages des ondes sodium et potassium au travers des membranes et au fait du voyage des neurotransmetteurs au travers des synapses. L'autre changement encore plus significatif qui se produisit après 1800 est que les gens oublièrent graduellement de se poser la question de la nature même de l'électricité. Les hommes commencèrent à construire un édifice électrique permanent, dont les tentacules se mirent à serpenter partout, sans remarquer ni penser à ses conséquences. Ou plutôt, si. Ils enregistrèrent des conséquences avec minutie, mais sans jamais faire la connexion avec cet édifice électrique qu'ils étaient en train de construire. Merci de votre attention, c'est un chapitre assez court, mais attention, chapitre 5, ça va être du lourd.
On abordera dans ce chapitre les prémices du télégraphe et ses conséquences déjà observées au XIXe siècle par un médecin super talentueux. On verra aussi au travers du récit d'une brillante médecin la quasi-impossibilité d'ignorer le lien de cause à effet entre l'électricité et le vivant. Pour les plus prudents, on parlera au moins de corrélation. Alors là, je parle de lien de cause à effet, c'est bien sûr en ce qui concerne les conséquences sur la santé négatives. Voilà. Merci de partager ce travail car il en va de notre conscience collective quant à ce sujet électrique et ses dérivés. Et par conséquent, il en va de nos choix pour une vie plus saine. Car ne l'oublions pas, la santé, c'est la base de tout. Je finirai sur une petite citation de Sebastian Kneipp. Ceux qui ne trouvent pas un peu de temps chaque jour pour leur santé devront sacrifier beaucoup de temps un jour pour leur maladie. Merci à vous, abonnez-vous, likez, partagez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!